Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais commencer, comme c'est traditionnel, par remercier les organisateurs d'avoir bien voulu m'inviter à parler un petit peu de ce problème vraiment important pour tout le monde et en particulier pour vous dans les ERS concernant les outils dont on dispose pour l'observation de la santé. Le titre, je m'aperçois que le titre que j'ai pris est peut-être un petit peu trop, un peu mégalomane. Je ne vais pas parler de l'ensemble des outils d'observation de la santé parce qu'ils sont très très nombreux, très diversifiés et correspondant à des besoins assez différents. Mais centrer mon propos, vous allez le comprendre dans un instant, sur certains de ces outils qui ne sont pas nouveaux, mais qui prennent maintenant une ampleur importante et je crois qu'ils peuvent vraiment bouleverser le paysage en matière d'observation de la santé. Bon, je passe très rapidement sur des choses que vous connaissez tous par cœur. Pour qu'est-ce qu'on doit observer, pourquoi faire. C'est bien sûr des données, il nous faut des données sur l'état de santé, les maladies, les facteurs de risque médicaux, les comportements de santé, les consommations de soins, tout ça est classique, mais aussi, bien sûr, ça a déjà été dit, ça sera certainement répété, des données qui ne concernent pas directement la santé des personnes ou le système de soins, mais la position sociale, les conditions de travail, les conditions de vie, l'environnement physique, l'environnement résidentiel, tous les déterminants de la santé. On ne peut pas observer simplement la santé, on a besoin de comprendre, d'interpréter et bien entendu de connaître, d'avoir des informations sur leurs déterminants. Et bien sûr, tout ça, c'est pour mettre en relation la santé et ses déterminants, éclairer les débats et les décisions. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, donc je passe très vite. Alors, quand même, alors je vais surtout parler, tout à fait à la fin, je descendrai, si vous voulez, spatialement, mais je vais surtout parler de ce qui se passe à le dispositif national actuel, au niveau national. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a énormément de données. Il y a énormément de sources de données dans ce pays, sur la santé au sens large, la santé et ses déterminants. On a, concernant la santé proprement dit, il y a des grandes enquêtes sur échantillons, elles sont strictement déclaratives, où elles incluent des examens de santé, des prélèvements biologiques. Je cite quelques exemples des enquêtes les plus connues, l'enquête décennale santé, l'enquête santé-protection sociale, le NNS, handicap santé, santé itinéraire professionnel, et j'en oublie bien sûr, ce sont des grandes enquêtes à visée nationale, à visée représentative. Il y a des réseaux de surveillance à partir de données recueillies auprès d'échantillons de professionnels de santé, les réseaux Sentinelle, GROG, l'enquête SUMER auprès des médecins du travail sur les expositions professionnelles, le réseau de maladies à déclaration des maladies professionnelles, des maladies à caractère professionnel, qui est organisé par le département santé et travail de l'IVS, des grandes enquêtes un peu pas. Il y a de grands fichiers, d'ailleurs c'est là-dessus que je vais m'étendre, des grands fichiers administratifs. Il y a ceux dont je vais parler essentiellement dans un instant, donc qui sont les systèmes d'information de l'assurance maladie et des hôpitaux, mais il y a aussi des registres de maladies, des certificats de santé de l'enfant, fichiers de l'établissement des Français du sang, des FIV, des IMG. Il y a des choses qui se préparent, qui sont à des stades expérimentaux, mais qui vont certainement se généraliser. Le dossier communicant, le système d'information de la CNSA que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience, le dossier médical partagé. Voilà. Il y a énormément de sources d'informations à différents niveaux, mais encore une fois, vous le savez mieux que moi, il y a quand même des limites et il y a des trous dans tout ça, malgré tout. Mais aussi, donc, on a d'autres sources d'informations sur des déterminants à des échelles très vastes. Il y a toutes les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, que je vais détailler un tout petit peu plus tard, qui est un peu un oublié dans le monde de la santé. Beaucoup de gens ignorent l'intérêt de ces données. Et puis, on a aussi des sources de données sur les démographiques, famille. Les données de l'argent nous intéressent, bien sûr. Les données fiscales, peut-être un jour, seront accessibles aussi pour des études de santé. Donc voilà, on est dans un dispositif quand même qui est foisonnant, très très riche, j'allais dire complet. C'est pas exactement le mot qui convient, mais en tous les cas, beaucoup d'informations. Et puis, alors c'est ça, je crois, c'est là-dessus que je voudrais insister, je crois que vraiment le paysage va changer dans les années prochaines, dans les années qui viennent, c'est grâce à la mise en disponibilité véritable, à grande échelle,
des bases de données administratives et médico-administratives nationales qui offrent un potentiel, je crois, absolument qu'on ne soupçonne pas encore en termes d'intérêt pour la santé publique d'une façon générale. On ne sait pas ça, la plupart des gens ne savent pas ça, mais la France est un des très rares pays au monde qui dispose de bases médico-administratives à l'échelle nationale qui sont gérées par des organismes publics, par la Caisse d'assurance maladie, la TIH, l'INSERM, bon ça je crois que tout le monde le sait, bien sûr, gère les causes de décès, la CNAV, j'y reviendrai, la Caisse d'assurance vieillesse qui gère le SNGC, qui est le Système national de gestion des carrières. Ça concerne des domaines stratégiques, le recours aux soins, les hospitalisations, les prestations, la situation professionnelle, la situation sociale. Ça couvre la population de façon exhaustive, tout le monde, absolument tout le monde, sauf des... Il faut être vraiment extrêmement marginalisé pour ne pas être dans ces bases de données. C'est permanent. Ces bases de données sont centralisées également. Elles sont centralisées et elles sont accessibles par un identifiant unique, qui est le même pour toutes ces bases de données, qui est le NIR, le numéro d'inscription au répertoire, le numéro INSEE, le numéro de sécu. Enfin, et ça, vraiment, il n'y a quasiment aucun pays au monde qui dispose de ça, enfin, à part les pays scandinaves. À l'échelle de l'ensemble d'un pays, 65 millions d'habitants, ça n'existe nulle part ailleurs quasiment. Alors, donc je vais décrire un tout petit peu quand même le contenu de ces bases de données. Je commence par le SNIRAM, Système national interrégime d'assurance maladie, qui est géré par la CNAM. Il y a deux grands ensembles, deux grands types de bases de données. Il y a toutes les prestations remboursées, et donc il y a beaucoup de choses. Alors là, évidemment, je n'ai mis que les grands titres des principales données d'intérêt, mais il y a énormément de choses. Donc tout ce qui concerne les filières de soins, la CMU, la nature des prestations, donc les consultations de médecins, les médicaments, les dispositifs médicaux, les actes de biologie, les disciplines de prestations, on a le ticket modérateur. Une donnée très importante pour l'observation de la santé, c'est qu'on a les affections de longue durée qui sont codées en SIM10, donc a priori structurées et utilisables. Pareil pour les maladies professionnelles, mais c'est évidemment beaucoup plus restreint. On connaît les professionnels de santé qui exécutent, qui ordonnent et qui exécutent les actes, et ceci pour tout acte présenté au remboursement de la sécurité sociale, c'est-à-dire pour énormément de choses. Deuxième grand volet, c'est l'intégration dans le SNIRAM des données du PMSI, c'est-à-dire pour chaque épisode d'hospitalisation, public ou privé, donc le résumé de sortie anonymisé avec les diagnostics, les indicateurs de gravité et des informations économiques. Alors, on voit bien que c'est un intérêt potentiel assez extraordinaire de disposer de ça. Encore une fois, il y a une quasi-exhaustivité de la population, c'est-à-dire que pour beaucoup de choses, dans beaucoup de situations épidémiologiques, il n'y aura pas de biais de sélection, ce qui, vous le savez, est le cauchemar de l'épidémiologiste, quand ils vont travailler au niveau de la population, des effectifs qui peuvent être absolument gigantesques. Certaines études, certaines connues, fameuses, on a entendu parler récemment, ont porté sur des millions de personnes, des millions. Des données, certaines d'entre elles sont médicalisées, en tout cas elles sont structurées, elles sont codées de façon standardisée. Quand il s'agit d'étudier des maladies peu fréquentes, on peut avoir des échantillons importants, voire une exhaustivité des cas pour les maladies qui sont vraiment peu courantes. Pour certaines choses, les données sont bien plus fiables que les données déclaratives, bien plus fiables. Quand on veut utiliser ces bases de données pour des suivis longitudinaux, notamment des suivis de cohortes en population, pratiquement il n'y a pas de perdu de vue, ce qui là aussi est un autre des cauchemars des épidémiologistes, même des perdus de vue pendant le suivi des cohortes. Les territoires, mais j'y reviendrai, a priori, du fait de l'exhaustivité de la couverture de ces bases de données, on peut faire donc des analyses à des zones géographiques de toute petite taille, avec des populations très faibles. Ça pose des problèmes, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais a priori, techniquement, on a les outils. Alors quand même, c'est pas le paradis complètement, c'est pas le paradis, il y a des limites à tout cela. D'abord, on a, à l'intérieur du SNIRAM, il n'y a aucune donnée concernant la situation professionnelle, en dehors d'être bénéficiaire de la CMU-C, ce qui, vous en conviendrez quand même, est relativement limité comme information sur la position sociale des personnes. On n'a pas les résultats des examens, on sait que tel examen a été fait, mais on n'en connaît pas le résultat. La validité des données en termes épidémiologiques est quand même assez variable. L'exhaustivité n'est pas assurée. L'exhaustivité des cas, quand on veut estimer de l'incidence ou de la prévalence, non, ça ne va pas bien. Ni le PMSI, ni les ALD ne permettent, et il y a eu des travaux récents par exemple sur les cancers qui montrent que pris isolément,
le PMSI seul sous-estime la prévalence des cancers et que les ALD' seuls la sous-estiment également. Par contre, on peut faire des choses en mélangeant, mais enfin, chacune des sources d'information n'est pas complète, loin de là. Les données de remboursement donc, ne donnent pas d'informations directes, en tous les cas, sur la nature des maladies traitées. Tout ce qui n'est pas présenté au remboursement, toute l'automédication, etc., n'est pas connu, évidemment. C'est normal. Quant au domicile, et encore une fois, j'y reviendrai, les données actuelles, bon, ce qui est codé pour une personne, c'est le code commune. Et ça a été dit tout à l'heure par Alain Trujon, pour beaucoup d'utilisations, et notamment pour vous, au niveau des ORS, c'est tout à fait insuffisant. Et puis, il y a une profondeur temporelle qui est limitée, c'est à l'heure actuelle, c'est 3 ans, plus l'année en cours, ce qui, pour certaines études qui nécessiteraient de remonter plus loin dans le passé, évidemment, est un obstacle. Alors, je viens à une autre base de données qui est moins connue dans le monde de la santé, c'est les bases de données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, comme vous le savez, a pour mission de calculer le montant de la retraite. C'est-à-dire que pendant toute la vie professionnelle et sociale, parce qu'il y a des prestations sociales aussi qui rentrent dans le calcul de la retraite, il y a un suivi prospectif, exhaustif de tout le monde et un recueil d'informations pour chaque épisode professionnel où on peut identifier l'employeur de façon nominative, hein, c'est l'entreprise Dupont, son code NAF, c'est-à-dire ce secteur d'activité, la PCS de la personne selon la taille de l'entreprise à 2 ou 4 chiffres, ce qui est quand même pas mal, et on a les situations d'activité professionnelle pour tous les salariés d'entreprise, de particuliers, les intermittents du spectacle aussi, tant qu'il en reste. On peut avoir aussi tous les changements de régime en cours de... toutes les périodes d'interruption pour raisons de santé, mais aussi pour des raisons, le chômage par exemple, précarité, le système d'information, les obligations militaires, tout ça est enregistré de façon systématique et prospective pour la totalité, la quasi-totalité de la population. Donc j'insiste sur ces 2 bases, encore une fois, qui je crois peuvent vraiment changer le paysage de l'observation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? C'est quelques exemples, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on discute avec un collègue, un épidémiologiste, etc., qui s'intéresse à il trouve une autre idée de choses qu'il pourrait faire avec ces données. Mais disons que dans des choses relativement classiques, il y a tout ce qu'on peut faire sur chaque base de données indépendamment des autres. Alors, on peut faire de la recherche, on a encore une fois toute l'activité, tout le recours au système de soins avec l'identification des établissements, des professionnels. Donc on imagine tout ce qu'on peut faire dans le domaine de la recherche sur les services de santé. Pharmacoépidémiologie, tout le monde a en tête l'affaire du Mediator, j'imagine. C'est à travers l'utilisation de cette base de la base de données du SNIRAM. D'un côté, la base de prestation de remboursement, donc on a identifié les personnes qui ont pris du Benfluorex pendant une certaine période, et puis la base du PMSI d'hospitalisation qui a permis de voir les gens qui ont eu un problème de valvulopathie. Donc c'est une utilisation interne de cette base de données sans autre information que ça. Malgré les limites que j'ai dit, on peut arriver quand même, comme vous le savez, à trouver des choses. Tout ce qui concerne les phénomènes territoriaux peut être analysé, les inégalités de soins de santé, d'accès au système de soins, de ressources sanitaires, l'investigation de clusters, les choses qu'on doit mettre en place à la suite de catastrophes sanitaires. Donc voilà, ça, il est possible d'utiliser ces bases. Une autre utilisation qui est celle que, dans le cadre du Haut Conseil de la Santé publique, dans le groupe de travail auquel Alain Trujon faisait allusion et dont il fait partie lui-même d'ailleurs, nous avons très fortement recommandé de systématiser les appariements de bases de données entre elles. Le SNIRAM, les sources médicales d'une façon générale n'ont pas ou très peu ou de mauvaise qualité des données sur la situation sociale et professionnelle des personnes, et c'est normal. C'est normal, je veux dire, c'est pas le métier des professionnels de santé de recueillir de la bonne information sur la situation sociale des personnes, c'est quand même technique. Et bon. Par contre, dans les bases de données de la CNAV, on a ces informations-là. Donc l'appariement, et il y a quelques travaux actuels en cours ou sur le plan expérimental qui montrent le projet Amphi. Je crois que, je ne sais pas si Grégoire est déjà dans la salle, en tout cas, je sais qu'il sera là pendant ce congrès. Donc le projet Amphi, donc qui associe le CEPIDC, la CNAM et l'adresse, donc a pour objectif d'apparier les causes médicales, la base de données des causes médicales de décès du CEPIDC avec les données de SNIRAM sur les séjours hospitaliers pour étudier la mortalité hospitalière et post-hospitalière. Voilà, c'est expérimental, mais ça marche, et je pense que peut-être que Grégoire aura l'occasion d'en dire quelques mots.
Il y a eu un projet qui a été mené, projet EDISC, qui a été mené dans l'unité INSERM, qui portait le numéro 687 à l'époque, dans lequel j'appartiens moi-même, qui a parié donc l'échantillon démographique permanent de l'INSEE avec les causes de décès et qui a été à l'origine de pratiquement tout ce qui a été publié ces dernières années sur inégalité sociale en matière de mortalité. Le projet COSMOP, qui est coordonné par le département santé et travail de l'IVS, à Paris, le panel des DADS, c'est-à-dire les données de déclaration annuelle d'activité sociale, qui sont les données qui enrichissent le fichier de la CNAF dont j'ai parlé il y a un instant. Hein. Donc l'appariement de ça avec les causes de décès permet d'étudier la surveillance des risques professionnels de façon tout à fait innovante. Un autre projet tout à fait intéressant qui est mené en collaboration entre l'IRDES, la CNAM et la CNAV, le projet IJ qui est à Paris, le SNIRAM, avec les données de la CNAV, justement, pour étudier dans un premier temps les indemnités journalières, d'où le nom IJ, mais dont les utilisations s'étendent. Un autre type d'utilisation est l'enrichissement d'enquêtes qui sont menées par ailleurs avec des données de ces bases. On fait une enquête transversale, par exemple l'enquête handicap santé de l'INSEE-DRES et de l'adresse, ou l'enquête ESPS de l'IRDES, sont des enquêtes sur échantillons en population avec un contact direct avec les personnes, des enquêteurs qui recueillent des données directement auprès des personnes, et ensuite on apparie cet échantillon, on l'enrichit avec les données de la CNAM. Donc ça, voilà, ça a été fait. Il y a aussi les cohortes, des cohortes épidémiologiques qui ont leur propre recueil de données auprès de personnes, qui suivent les personnes, mais qui, elles aussi, apparient les cohortes avec ces bases de données. J'en cite que deux, parce que ce sont des projets à visée un peu représentative au niveau national. La cohorte Constance, dans laquelle je suis personnellement un peu impliqué, qui concerne des adultes, et dans lequel il y a toutes sortes d'informations qui sont recueillies à diverses sources, et un appariement systématique au SNIRAM et aux données de la CNAV, d'une part, et la cohorte ELF des nouveau-nés, qui est aussi un échantillon représentatif des nouveau-nés, qui ne l'a pas encore fait, mais est en train de préparer ce qu'il faut pour pouvoir également faire des appariements avec la CNAV. Alors, comme vous le voyez, donc on sent bien que ça ouvre des horizons absolument extraordinaires, tout cela. C'est de plus en plus utilisé. Je vais vous donner quelques exemples, il y en a bien d'autres quand même. Il y a des milliers de requêtes qui sont faites chaque année auprès du SNIRAM pour des études diverses et variées. Mais néanmoins, ça reste très largement sous-utilisé par rapport à ce qu'on pourrait faire, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés sur lesquelles je vais passer un peu rapidement, mais quand même en dire quelques mots. D'abord, il y a un obstacle juridique majeur. Pour certaines utilisations, pas toutes. Quand on veut, par exemple, le médiateur, il n'y a pas de problème. Les données du SNIRAM sont anonymisées. Si on travaille que sur le SNIRAM et qu'on apparie avec rien, il n'y a pas de problème juridique, on n'a pas besoin de pouvoir identifier les personnes. Par contre, dans tous les dispositifs, et il y en a de nombreux, dans lesquels on veut justement apparier des données d'une autre source avec celle du SNIRAM, il faut le NIR, il faut disposer du NIR pour pouvoir faire cet appariement. Or, les textes actuels, la loi informatique et liberté, l'interdit. Interdit la collecte du NIR, puis quand ça ne l'interdit pas formellement, il faut un décret en Conseil d'État. Les collègues qui ont essayé, il y en a un le premier vient de l'enquête Nutrinet Santé, que vous connaissez, je pense, vient d'avoir son décret. 3 ans complets entre la demande et l'autorisation. Donc, c'est pas jouable. Ça veut dire qu'en pratique, c'est pas possible. On peut faire des appariements indirects, comme on le fait à l'heure actuelle, par exemple, pour l'accès aux causes de décès, puisque les causes de décès sont... la base de données du CEPIDC est anonymisée, on peut le faire, mais c'est compliqué, ça ne marche pas dans tous les cas. Et puis, il faut une participation très active des organismes qui disposent du NIR, donc ce n'est pas forcément non plus une voie qui résoudra tous les problèmes. Techniquement, ce sont des bases de données extrêmement complexes, particulièrement le SNIRAM. La CNAV n'est pas très simple, mais alors les données du SNIRAM, je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui sont déjà colletés avec ça. C'est épouvantable. C'est des bases de données extrêmement compliquées, de structure, d'abord dans la structure. Par exemple, dans le SNIRAM, concernant la partie consommation de soins, il y a quand même, et je ne suis pas sûr que mes chiffres soient à jour, 12 tables différents avec 300 variables, 75 lignes par personne dans une table centrale qui fait elle-même des jointures avec plein d'autres tables. C'est une structure complexe. La base de données du PMSI qui est intégrée, mais qui est quand même relativement indépendante techniquement, tous les ans, pour des raisons
c'est imparable. Tous les ans, ça change. Et c'est pas juste parce qu'ils font n'importe quoi, pas du tout. Ça doit être comme ça parce que la réglementation change, parce que toutes sortes de choses changent et il faut s'adapter. Hein, il y a quand même environ... En 2007, il y avait 25 tables, 370 variables. En 2008, 30 tables, 450 variables. Et je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc c'est extrêmement... Une volumétrie énorme. C'est quand même plus d'1 milliard de feuilles de soins qui sont gérées chaque année. Le CNIRAM fait partie du top 10 des 10 plus grosses bases de données du monde, tous secteurs confondus. Hein, c'est 20 milliards de lignes qui sont disponibles en ligne, donc c'est extraordinairement complexe. Et au total, ça n'est pas utilisable. Je veux dire que ça n'est pas utilisable par n'importe qui, ça n'est utilisable que par des spécialistes formés qui ne font que ça. Hein, et le prix d'entrée, si vous voulez, pour pouvoir travailler là-dessus, est considérable. Donc voilà, il y a cet obstacle-là qui est quand même très très fort. Il y a des problèmes méthodologiques aussi, plus épidémiologiques si j'ose dire. Ce n'est pas facile toujours d'identifier des cas d'une pathologie. Dans beaucoup des utilisations, on va vouloir retrouver tous les patients qui ont un Parkinson, tous les patients qui ont eu un cancer du côlon, etc. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, les données telles qu'elles sont, elles ne sont pas d'une fiabilité suffisante ni d'une exhaustivité suffisante pour qu'on puisse les retrouver à coup sûr en prenant juste le code qui nous intéresse. Il faut la plupart du temps mélanger, faire des algorithmes où on mélange à la fois des diagnostics, des actes, des dispositifs médicaux utilisés, des médicaments plus ou moins spécifiques, etc. C'est assez lourd et complexe. Il y a tout un travail de recherche important qu'il faut développer pour avoir une utilisation de bonne qualité de ce point de vue-là. Et puis la validité proprement dite, lorsqu'on trouve un diagnostic d'infarctus du myocarde dans un ALD ou dans un diagnostic de PMSI, on est très loin d'être sûr que c'est vraiment un infarctus du myocarde. Donc il y a des retours au dossier, il y a toutes sortes de validations qu'il faut faire si on veut vraiment avoir la validité, disons qu'avec les critères épidémiologiques usuels de ces données. Marcel, il faudrait... J'ai quasiment fini. Parfait. Des problèmes organisationnels aussi, ça n'est pas géré, l'accès à ça n'est pas géré véritablement. Il y a différents organismes, il y a un maquis juridico-institutionnel, il n'y a pas de guichet unique si vous êtes destiné à accompagner les demandeurs dans leur démarche, c'est vraiment un peu compliqué. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et qui rendent optimiste sur le fait que le paysage va vraiment changer dans les années qui viennent. Il y a toute une série de propositions qui sont faites, qui sont en cours. Concernant le NIR, il y a un décret cadre en Conseil d'État qui est en train d'être préparé, qui suit ces circuits. On peut espérer que d'ici quelques mois, ou un délai relativement visible, cet obstacle de l'interdiction du recueil du NIR sera levé. Il y a toute une série de travaux. La CNAM fait de très gros efforts depuis quelques années pour rendre disponibles et accessibles les données qu'elle gère. Il y a une version simplifiée du CNIRAM qui est en cours de test. Il s'enrichit régulièrement. Il y a un indice de défavorisation qui va être au niveau communal, qui va être intégré dans le CNIRAM. Les causes médicales de décès, j'ai cité l'expérience d'Amphi qui montre que c'est faisable, mais la CNIL, pour l'instant, n'a pas encore rendu... Enfin, on pense que vraisemblablement, un jour, il y aura également les causes de décès. Concernant les aspects méthodologiques que j'ai évoqués, il y a un réseau qui est en train de se mettre en place, qui est coordonné par la CNAM, l'Institut de veille sanitaire, les DIM et des chercheurs. Concernant la gouvernance, eh bien, vous en aurez certainement des nouvelles demain, en tous les cas, puisqu'il y a un groupe de travail qui, à la demande du secrétariat général des ministères sociaux, a confié à l'adresse un rapport pour faire des propositions. Et demain, André Lotte, ou peut-être même je ne sais pas si vous en parlerez, mais en tous les cas, demain, la table ronde, André Lotte, certainement, qui est le chef de projet de ça, aura l'occasion d'en dire un mot. Et voilà, et je termine avec le problème de la localisation géographique des personnes. À l'heure actuelle, encore une fois, l'identification, enfin la localisation géographique des personnes dans ces bases de données, celle du CNIRAM en tous les cas, c'est le code commune qui est encore une fois tout à fait insuffisant. Or, techniquement, ce n'est pas un problème de géocoder les adresses. À la source, c'est fait, c'est faisable. Pour certaines applications, c'est déjà fait. Le problème, c'est de le remonter, et quoi remonter, à quel niveau de finesse, parce qu'il y a des problèmes juridiques. On ne peut pas, à l'heure actuelle, je pense que la CNIL ne verrait pas d'un bon œil qu'on mette la localisation géographique exacte des personnes dans le CNIRAM, parce que c'est une donnée identifiante. Donc là, il y a un travail à faire. Techniquement, c'est tout à fait faisable, ce serait très facile. Il faut creuser les aspects juridiques de qu'est-ce qu'on peut mettre de plus fin dans le CNIRAM que le code commune à l'heure actuelle, mais on pourrait le faire
on a le géocodage au plus fin à la source, donc il faut voir ce qu'on peut faire. Et là, je crois que ça changerait vraiment la vie des ORS, je crois, si on avait ce type d'information. Voilà, je termine. Donc on a des besoins connus, nombreux, on a des expériences positives, il y a des compétences, du savoir-faire, et je crois que vraiment les choses sont à l'heure actuelle en route pour s'améliorer beaucoup. Voilà, j'ai été un peu long, je m'excuse. Bernard Cazeau, sénateur de Dordogne, président du Conseil général de ce même département. Je vous laisse donner un peu le point d'un acteur qui peut utiliser les données qui sont fournies par les observatoires de la santé. Merci. Bien. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier et saluer André Ochoa, qui est un vieil ami, et qui m'a demandé de participer, d'apporter ma contribution à ce congrès des observatoires régionaux de santé, essayer de donner un petit peu l'avis de l'autre côté de la barrière, parce que l'élu est lui de l'autre côté de la barrière, il s'en sert, il n'y participe pas toujours, il peut y apporter sa réflexion, mais il est souvent de l'autre côté de la barrière. Il demande aux observatoires, souvent à l'Orsa d'ailleurs, les données, et ensuite avec cela, il va donc en quelque sorte prendre des décisions, parce que finalement, l'intérêt de toute cette affaire, c'est à un moment donné de pouvoir décider en toute connaissance de cause. Et je me félicite que les observatoires régionaux constituent aussi des lieux de réflexion et de concertation sur les questions de santé de nos concitoyens et permettent ainsi de favoriser le dialogue, parce que c'est là aussi ce qui est très important dans ce domaine-là, favoriser le dialogue entre les usagers, les professionnels et les responsables politiques que nous sommes. Pour entrer dans le vif du sujet, soulignons d'entrée que le concept d'observation de la santé suscite a priori de nombreuses interrogations. Qu'entendons-nous par observation? Où se situe aujourd'hui l'observation dans la construction des politiques publiques? Ça a déjà été un petit peu dit, mais enfin, on peut se poser la question. Qu'entendons-nous? À la fois les observateurs, les élus et puis nos concitoyens. Et quel champ couvre-t-elle? Tout d'abord, il convient de rappeler que l'observation en matière de santé publique a commencé à se structurer dans les années 60 et qu'elle s'est ensuite développée au cours des années en étant marquée par les évolutions politiques, les dispositifs de décentralisation de l'État et même les dispositifs de déconcentration des politiques publiques. Les années qui ont suivi ont connu justement des étapes significatives grâce à la création de ces observatoires qui ont travaillé en profondeur sur le recueil, la mise en forme, l'analyse et la diffusion des informations. Ce travail nous a permis d'élaborer des politiques plus efficaces, car nous avons de ce fait un diagnostic précis des spécificités locales en termes démographiques et épidémiologiques, un meilleur recensement des besoins et des attentes de la population, et un inventaire, ce qui n'est pas négligeable, exhaustif souvent, des équipements et des services existants. Bon, l'ensemble de ces trois choses permet d'avoir une efficacité liée à la connaissance de l'existant et aux nécessités qui se font jour à un moment venu. Des textes législatifs sont venus consolider le dispositif. Nous, les départements, nous avons les schémas d'organisation départementaux d'organisation sociale et médico-sociale
personnes âgées, personnes handicapées, l'enfance, qui sont souvent de grands moments, tous les 4 ou 5 ans, de réflexion et de mise à plat des données, d'où la nécessité et le besoin des observatoires. Et puis aussi, bon, avec la loi HPST, les projets régionaux de santé arrêtés par la Grèce, pour lequel le département de la Dordogne, d'ailleurs avec un émis, je crois, était un des seuls départements d'Aquitaine qui ait vraiment émis un avis favorable, avec quelques réserves. Parce que jamais rien n'est parfait. Donc, il faut de temps en temps prendre quelques recommandations. Bon, ici, en Aquitaine, ce PRS a été bâti à partir d'un diagnostic exhaustif du contexte géographique et démographique de l'état de santé de la population et de l'offre en santé. Et il va faire l'objet, je pense, d'un suivi au moyen d'indicateurs permanents. La dynamique ainsi impulsée nécessite toujours plus d'indicateurs, donc d'observation. L'observation intègre tout à la fois les politiques de soins, la promotion de la santé, mais aussi la prévention et l'accompagnement social. J'aborderai donc, j'espère, assez rapidement, pour laisser peut-être la parole ensuite, les deux parties. L'observation est nécessaire à la décision politique, mais, deuxième partie, elle ne s'y substitue pas. Je crois que c'est un danger qu'il ne faut pas courir. L'observation est nécessaire à la décision politique. Pour parler de domaine que je connais le mieux, j'évoquerai les effets positifs d'un bon recueil d'informations dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale dont je parlais, dont le département a la responsabilité et que je viens d'évoquer. S'agissant des derniers schémas adoptés par le Conseil général de la Dordogne, c'est l'ORSA qui a été choisi, au terme d'une consultation d'ailleurs, parce qu'il faut jouer le jeu, à la fois dans les différentes procédures qui ont eu trait soit à la protection de l'enfance, soit aux personnes âgées, soit aux handicapés. Et dans ce cadre, l'ORSA a été missionné sur la base d'un cahier des charges, afin de collecter, d'analyser et de mettre en forme les informations utiles prioritairement sur les plans démographiques et épidémiologiques. C'était là l'objet du travail demandé. Au final, ce travail d'observation, à haute valeur ajoutée d'ailleurs, en termes de méthode, de rigueur scientifique et de pédagogie, a permis la rédaction et l'illustration d'un document soumis à validation, bien sûr, le moment venu, avant discussion et adoption par l'instance politique qui est décisionnaire, en l'occurrence le département. Ce document devient ainsi le fil rouge pour le département pour 5 ans de sa politique locale dans le domaine qu'il concerne, que nous venons d'évoquer, et il est suivi, car c'est important. Il y a un suivi qui se fait régulièrement afin d'en apprécier à la fois l'exécution et peut-être parfois aussi les nécessités qui ne sont pas faites jour le moment venu, mais qui se font jour à un moment donné X. L'observation de la santé est évidemment dans la phase de diagnostic un outil de gouvernance pour les élus et les décideurs. Pour une collectivité territoriale comme le département, l'observation est devenue une absolue nécessité pour l'élaboration de ces schémas d'action sociale et médico-sociale. Il est en effet nécessaire de mieux connaître pour mieux comprendre et pour mieux décider. C'est comme sur un projet, quel qu'il soit. Un projet n'est bien réalisé au bout du bout que si préalablement toute la partie administrative de réflexion, les APS, les APD, etc., ont été aboutis. Et s'ils n'ont pas été aboutis, s'il y a eu des impasses, eh bien on s'aperçoit qu'au bout du bout, le projet n'est pas
convenable ou manque d'un certain nombre de choses. Il est donc indispensable de mieux connaître pour mieux comprendre et mieux décider. Et c'est d'autant plus essentiel pour les départements, qui sont aujourd'hui à la recherche d'un équilibre entre l'exercice de leurs compétences de droit commun et leur implication dans la mise en œuvre des projets régionaux de santé. C'est vrai qu'on est en pleine réflexion sur l'évolution de la décentralisation, mais il est peu probable, au moins dans les documents que je connais et qui arrivent un peu au bout, vont arriver bientôt dans l'année au niveau du Parlement, que le département ne reste pas, ne garde pas la compétence médico-sociale qui est la sienne aujourd'hui. Prenons un autre exemple à l'échelle nationale cette fois, de sa nécessité d'observation, celui de la politique gérontologique. Cette question nous interpelle fortement en tant que parlementaires. Et bien sûr, en tant qu'exécutif d'une collectivité locale qui a en charge une partie du dispositif. Cette question est toujours en débat, puisque le président de la République a annoncé que le projet autonomie verrait le jour en 2014 et qu'il est piloté par une ministre aquitaine, Madame Delaunay. Mais le Premier ministre a reçu le 11 mars 3 rapports destinés à nourrir la réflexion du gouvernement en vue de la préparation de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et il se décline en trois volets. Anticipation du vieillissement. On comprend pourquoi. Adaptation de la société à cette nouvelle société du vieillissement et accompagnement du même vieillissement, c'est-à-dire de la perte d'autonomie, comme on dit aujourd'hui, et non pas de la dépendance. Pareil, monsieur le directeur, ex-directeur adjoint de la CNCA. Il s'agit de répondre à l'enjeu du vieillissement de la société. En 2035, un tiers des Français auront plus de 60 ans. La population des plus de 80 ans va doubler à cet âge, à cet horizon. Cette évolution représente un progrès et une chance, car la vieillesse représente une chance, à la fois d'abord pour les gens et même pour l'économie, contrairement à ce qu'il est au caractère coûteux qu'on essaye toujours de lui opposer. Cette évolution, donc, notre société doit s'adapter donc dès à présent pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et sanitaires de ce formidable progrès. Nous sommes ainsi confrontés au vieillissement, voire au survieillissement, dans certains secteurs d'ailleurs, et la dernière, de la population. Et avec le grand âge, eh bien, apparaissent des maladies chroniques et des besoins complexes pour un nombre croissant de gens, de personnes âgées. Fragilisé, tout le monde s'accorde à dire que notre actuel système de santé et d'accompagnement médico-social ne répond pas toujours de façon cohérente à ces besoins. Pour favoriser la continuité des parcours de vie, il faut donc envisager des évolutions. Ces évolutions qui constitueront les éléments de politique générale de demain doivent être assises sur une observation adaptée des nouveaux besoins de nos concitoyens, les plus âgés bien sûr, mais aussi des imperfections. Et Dieu sait si elles sont importantes, même si ça évolue bien, des imperfections actuelles, des équipements et services qui leur sont réservés. Je ne détaillerai pas le rapport remis au gouvernement, mais je dirais qu'ils sont en grande partie fondés sur l'observation. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas fait précédemment. J'ai participé à des rapports dans les années 2005-2010, dans un autre gouvernement, une autre majorité, et on faisait passer, c'est pour ça que ça n'a rien donné, on faisait passer
le résultat politique avant l'observation importante des choses. On a peut-être mis la charrue avant les bœufs, c'est pour ça que, notamment le dernier rapport, le rapport Marini auquel j'ai participé, eh bien, n'a abouti qu'à des conclusions qui ont fini leur vie dans un placard. C'est parfois très frustrant pour ceux qui ont participé pendant des années. Donc, ce rapport, c'est d'abord l'observation de la démographie et de ses évolutions. C'est l'observation des nouvelles habitudes de vie et des attentes. C'est l'observation de l'état de la santé de la population âgée et de la prévalence de certaines affections liées à l'avancée en âge, Alzheimer aujourd'hui. L'observation des modes d'accompagnement et de prise en charge. C'est l'occasion de réinterroger la pertinence des solutions actuellement mobilisées pour la dépendance des personnes âgées. Structures sanitaires, EHPAD, services d'aide à la personne, un stade de coordination. Faut-il garder à domicile le plus longtemps possible? C'est notre cas en Dordogne. Faut-il céder parfois, alors que ce sont des contraintes qui sont purement économiques, à la volonté des familles de mettre en établissement? Il y a tout un tas de choses qu'il faut évoquer et puis aussi revoir ce qui se passe chez les autres, ce que nos amis québécois appellent le parangonnage. Voilà une démonstration tirée de l'actualité qui établit la stricte nécessité de l'observation pour adapter la politique avec un grand P aux évolutions de la santé publique. Et puis ensuite, eh bien, tout ceci viendra, après tout ceci va venir la décision politique, et car autour de tout cela, il va falloir savoir ce qu'on retient, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, pour les raisons financières que l'on connaît, ce que l'on peut retenir, ce qu'on doit privilégier, les structures qui doivent être mises en place prioritairement. Bref, toute une série de choses qui vont faire le débat parlementaire et qui vont faire donc la décision finale qui sera une décision politique. Et ça m'amène à la deuxième partie de mon intervention. L'observation ne peut pas se substituer à la décision politique. C'est un outil d'expertise, on vient de le voir, c'est pertinent, c'est la construction stratégique des actions publiques et c'est un outil d'aide à la décision politique qui s'inscrit dans le cycle de la gouvernance. Mais ce n'est pas la décision. Je souhaite pour ma part une observation partagée pour construire les politiques, mais aussi une connaissance affinée des territoires de proximité qui tiennent compte des avis des professionnels, des élus et des besoins exprimés par les citoyens. Les décideurs politiques attendent de l'observation qu'elle leur facilite l'élaboration, qu'elle leur facilite la mise en œuvre et l'évaluation des politiques, et qu'elle soit un moyen de sensibilisation des acteurs et des élus locaux sur ces questions. Les problèmes sont aujourd'hui d'une telle complexité que nous avons besoin d'obtenir des informations fines, des informations récentes, au plus près des réalités, sortant des habitudes, sortant des intérêts parfois. Là aussi, il faut faire attention. Et qu'il soit des choses faciles à utiliser et compréhensibles par tous, ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, dans notre... J'en arrive au bout. L'observation, donc, participe ainsi à la construction de la stratégie, mais ne doit jamais se poser ni en auteur ni en signataire d'une quelconque forme de préconisation ou de définition, d'orientation. Elle ne se substitue pas au volontarisme politique, mais elle l'accompagne. Voilà, je crois que, sans rentrer dans le détail de ce que l'on peut
mettre en œuvre, je crois que c'est quelques réflexions qui sont des réflexions un peu de base, mais qui donnent un peu le schéma de ce que le politique peut attendre de l'observation. Pour conclure, la finalité de l'observation me paraît être d'alimenter le débat entre les parlementaires, entre les partenaires, pour l'orienter sur les enjeux que pose la réalité socio-économique. Il s'agit donc en l'occurrence de nourrir la discussion préparant à la décision. L'observation est en cela un outil d'aide à la concertation. Une bonne observation permet donc aux décideurs politiques d'infléchir la politique publique vers telle ou telle formule, mieux adaptée aux réalités du terrain et aux moyens mobilisables. Encore faut-il que le commanditaire de l'observation les cerne bien a priori, car c'est la qualité incontestable de l'observation, la production de données fiables qui assure la crédibilité des résultats et, dans le prolongement, la légitimité des choix politiques. De cette manière, cette fonction de l'observation s'inscrit, me semble-t-il, sans ambiguïté, du côté de l'aide à la décision. C'est pourquoi l'observation de la santé dans son acceptation la plus large est incontournable. C'est finalement à une culture commune autour de l'observation à laquelle il nous faut accéder ensemble. Merci. Merci pour avoir précisé le point du politique. On va laisser la parole à Nicolas Pris, qui donc représente, comme vous le savez, le Comité national de pilotage des ARS et qui, au quotidien, travaille avec ces instances qui sont bien sûr aussi des partenaires importants pour les ORS, comme vous le savez. Merci Alain, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup André de l'invitation du secrétariat général. Malheureusement, Laurent Gracieux, qui est le responsable du pôle santé, n'a pas pu se joindre à vous aujourd'hui, donc c'est moi qui vais me fendre d'une intervention qui va essayer de vous montrer du point de vue du secrétariat général et des agences régionales de santé, que d'une certaine manière, je ne dirais pas on représente, mais qu'on écoute suffisamment pour essayer d'avoir une vision un peu nationale de leurs préoccupations, de voir quels sont aujourd'hui pour nous les besoins en matière d'observation de la santé. Et tant pour le terme observation que pour le terme santé, je les prends tous les deux dans l'acception la plus large. Tu en as parlé tout à l'heure, mais c'était, je crois, très très juste. Alors en même temps, je m'excuse pour les généralités que je vais pouvoir vous donner concernant les ARS, parce que forcément, avec des établissements publics dotés d'une forte indépendance, on est forcément, quand on décrit l'action aujourd'hui des ARS et j'allais dire leurs besoins, leurs demandes, on est forcément dans une caricature presque, en tout cas dans des généralités qui ne rendent pas compte des diversités régionales. Rapidement, parce que Alain en a parlé tout à l'heure, donc vous savez, la loi HPST a créé donc ces 26 agences régionales de santé. Le Conseil national de pilotage, c'est l'instance qui, au niveau national, rassemble les directions d'administration centrale et les caisses, notamment la CNAM et la CNSA, qui ont pour rôle de piloter les agences régionales de santé, de les aider, de les guider dans l'application de la politique qui est décidée au niveau national, comme auparavant, si j'ose dire, mais en même temps qui doit s'implémenter en fonction des particularités de chaque région. Ce CNP est présidé par la ministre chargée des Affaires sociales et de la Santé, et en son absence, c'est le secrétaire général Denis Piveteau, qui en assure donc ce rôle, et il est entouré d'une assez petite équipe de chargés de mission. On est une dizaine donc dans ce secrétariat général, où on essaie donc de préparer les décisions du CNP, et puis à côté de ça, d'aider les ARS par une animation de leurs professionnels, et puis un soutien aux directeurs généraux eux-mêmes, à élaborer leur politique publique et à travailler sur diverses thématiques. Moi, je suis plus particulièrement en charge des questions de santé publique et veille et sécurité sanitaire. On a aussi, je crois que c'est important de le rappeler, changé un peu de braquet en termes de relations entre le niveau national et le niveau régional. On n'est plus dans uniquement de l'instruction descendante, on essaye d'être plus dans l'accompagnement et l'écoute vis-à-vis de ces besoins que je vais essayer donc de vous relater en ce qui concerne l'observation. Les 3 grandes missions qui ont été confiées aux ARS,
tu en as parlé tout à l'heure en ce qui concerne le rappel des grandes orientations de la loi HPST, c'est améliorer l'espérance de vie en bonne santé, promouvoir l'égalité devant la santé et développer un système de soins de santé de qualité, efficient et accessible. Les ARS et le secrétariat général ont essayé de se référer pour cela à un modèle des déterminants larges de la santé, qui inclut les dimensions sociales et environnementales. Ça a été rappelé à plusieurs reprises aujourd'hui, notamment dans le cadre de la lutte contre les inégalités de santé, qui est une des deux grandes missions qui est donnée aux ARS, je vous l'ai rappelé. Ce modèle est effectivement nécessaire à intégrer. Pour autant, je crois, c'est un petit peu en marge de notre discussion aujourd'hui, qu'encore aujourd'hui, il est assez mal partagé et que finalement le poids attribué au système de santé, au système de soins, sur la trajectoire de santé des individus, reste dans l'imaginaire peut-être des citoyens et aussi d'un certain nombre de décideurs et de professionnels, peut-être un peu supérieur à ce qu'il est en réalité au regard des déterminants sociaux et environnementaux. Je crois aussi qu'il faut dire un mot concernant la loi HPST du processus de démocratie sanitaire, et ça a à voir avec la question de l'observation. C'est la question finalement de la confrontation des points de vue qui a tenté d'être organisée au travers de la CRSA, des conférences régionales pour la santé et de l'autonomie, des conférences de territoire, et cet aspect de la confrontation des points de vue qualitatifs a, je crois, largement contribué au diagnostic partagé qui a été celui à l'origine des projets régionaux de santé. Alors, tous les précédents orateurs l'ont évoqué, on ne décide pas d'une politique à l'aveugle, on ne pilote pas une politique sans instrument, et c'est dire l'importance effectivement de disposer de données d'observation et de données tout court pour guider notre politique, et notamment aujourd'hui, je crois que c'est un message fort qu'il faut rappeler malheureusement, mais que tout le monde partage, dans une période de moyens extrêmement contraints, qui nécessite de faire les justes choix politiques aux bons endroits et pour les populations qui en ont certainement le plus besoin. Alors, est-ce que le premier exercice mené pour les projets régionaux de santé, qui, Alain Trujon le rappelait encore tout à l'heure, s'est appuyé sur une grande histoire de la planification et de la programmation en santé, est-ce que le premier exercice des projets régionaux de santé a été réussi du point de vue de l'appui par rapport aux données et à l'observation en santé? Je crois que globalement, oui. On a aujourd'hui 26 paysages régionaux, infrarégionaux, au niveau des territoires de santé, voire à des échelles encore inférieures, qui sont globalement tout à fait satisfaisants et qui ont permis quand même de déterminer une stratégie pour les agences régionales de santé qui soit satisfaisante. Et les ORS, je le sais, ont beaucoup contribué. Pour cela, vous le savez, les ARS ont aussi développé un certain nombre de ressources en interne, et donc on se retrouve là devant, j'en parlais tout à l'heure, des difficultés quand même à dresser un paysage tout à fait homogène de la situation. Certes, l'histoire locale, l'histoire régionale de chacun des territoires a permis à déterminer, si j'ose dire, les partenariats les privilégiés pour lesquels les ARS vers lesquels les ARS se sont tournés pour récupérer les données nécessaires à l'élaboration du PRS. Elles ont aussi fait des choix d'organisation parfois tout à fait singuliers, en renforçant leurs équipes de statisticiens régionaux. Elles ont aussi choisi de creuser tel ou tel aspect de la santé des populations, et en cela, donc, on aboutit à une carte qui fait que si les PRS ont globalement été réussis du point de vue du diagnostic, on n'en demeure pas moins des zones avec des grandes hétérogénéités. Je crois aussi qu'il y a des secteurs pour lesquels les ARS et leurs partenaires observateurs, si j'ose dire, ont été un peu plus aveugles que pour d'autres. Je crois notamment dans le secteur médico-social et dans le secteur des personnes handicapées en particulier. On ne dispose pas aujourd'hui de suffisamment de données pour mener une politique efficace et en tout cas allouer des moyens dans le sens le plus opérationnel et le plus efficace. Alors aujourd'hui s'ouvre la période de la territorialisation finalement du PRS, de sa mise en œuvre au plus près du territoire, et déjà la façon de prévoir à la fois son suivi et son évaluation. Et là, on se rend compte effectivement peut-être de certains manques à partir du diagnostic régional qui a été fait. Notamment,
on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin, la nécessité pour certaines populations et pour certains territoires de creuser à un niveau beaucoup plus fin. Et là, je crois que se pose une des questions que tu avais aussi évoquées, Alain, qui est de savoir, finalement, et malgré les différences d'appréciation du bon niveau de territoire, est-ce qu'on peut descendre encore plus finement pour disposer des moyens de pilotage efficaces pour certains territoires ou certaines populations? D'autre part, sur la question des inégalités sociales et territoriales de santé et environnementales, je rajouterais, là aussi, on a quand même un certain nombre de difficultés pour rapporter des indicateurs de santé à des déterminants ou à des indicateurs de positionnement social, de positionnement lié à l'éducation, de positionnement lié finalement au cadre de vie immédiat des individus. Et c'est un manque aujourd'hui que nous font remonter beaucoup d'agences régionales de santé. D'ailleurs, on conduit un travail avec l'aide de la FNORS pour, à la rentrée prochaine, travailler sur justement quels sont les outils diagnostiques qui ont été expérimentés au sein d'un certain nombre de régions pour mieux qualifier ces inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé. Je le disais aussi, se pose la question aujourd'hui des indicateurs de suivi d'un projet régional de santé. On s'aperçoit dans une première approche que des ARS ont développé jusqu'à 700, voire 1000 indicateurs pour suivre le déploiement d'un projet régional de santé. Pour autant, ces indicateurs n'arrivent pas souvent à un rythme suffisant pour un pilotage, j'allais dire, fin et réactif de la politique régionale de santé. Et enfin, sur la question de l'évaluation, je crois que là se pose vraiment une question tout à fait fondamentale dans une période d'allocation de ressources qui est malheureusement très faible, comme je vous le rappelais, c'est la question de l'efficacité des interventions qui sont menées. Dispose-t-on aujourd'hui, c'est une question que je vous pose, mais je crois qu'on a malheureusement la réponse, de l'ensemble des indicateurs et des sources de données qui nous permettent de dire que telle intervention et les ressources qui ont été allouées à telle intervention ont réellement permis d'améliorer l'état de santé de la population qui a été visée. Pour le secrétariat général, je voudrais revenir sur une décision qui a été annoncée par le Premier ministre en février dernier, qui a lancé un vaste chantier qui s'appelle la Stratégie nationale de santé. Objectif de longue haleine qui va durer 5 à 10 ans et qui est évidemment cohérent avec ce qui a été porté par les régions jusqu'à présent, puisque les deux objectifs sont en particulier de réduire les inégalités de santé et d'assurer la soutenabilité de notre système, notamment du point de vue économique. Alors c'est évidemment la ministre de la Santé qui est en charge du pilotage politique de cette stratégie nationale de santé, et c'est le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales qui est en charge de son pilotage administratif. Et pour cela, Denis Piveteau a choisi résolument de se baser sur une approche qui est évidemment connue, intuitivement peut-être pas toujours perçue de la même façon, mais qui est celle du parcours de santé des individus. Au fond, c'est la question qui est celle de dire, est-ce qu'aujourd'hui, la trajectoire d'un individu tout au long de sa vie, en fonction des événements de santé qu'il subit, de la prévention jusqu'à l'accompagnement médico-social, est-ce que cette trajectoire est suffisamment fluide? Est-ce que les professionnels, les actes sont positionnés au bon moment, au bon endroit et en fonction de la bonne caractéristique de l'état de santé? Est-ce qu'il n'y a pas trop de rupture dans ces prises en charge? Et on a pu, dans la littérature, trouver quand même beaucoup de données qui nous permettent de dire que cette approche par les points de rupture, par la fluidification du parcours entre les professionnels et pour le patient, autour du patient, voire autour de la personne, si on s'adresse à la question, si on considère la question du parcours de santé et pas simplement de soins, on a pu trouver beaucoup de données dans la littérature qui nous montrent que quand même, là, on aurait à la fois une amélioration de la qualité des prises en charge, ce qui est tout à fait important pour les individus eux-mêmes, ce d'autant que ce sont toujours les plus fragiles pour lesquels la prise en charge est de moins bonne qualité parce qu'ils ont des difficultés de repérage dans le système. Et d'autre part, on a des données qui prouvent à quel point on pourrait faire des économies et réussir à être plus efficient sur le plan de l'intervention publique. Alors, pour développer cette stratégie nationale de santé, on va procéder probablement, parce que les choses sont en train de se mettre en place, de deux façons. D'une part, des réflexions au niveau national, qui vont notamment être appuyées par un comité des sages, et puis d'autre part, des réflexions au niveau régional.
J'en profite pour dire qu'une partie des points de rupture qui sont identifiés et qui reposent en particulier sur une méconnaissance de ces parcours trouveront une résolution sans doute dans les solutions qui ont été avancées par Marcel Goldberg, c'est-à-dire ce partage des systèmes d'information, cette interopérabilité entre des grands systèmes qui donnent chacun individuellement des renseignements extrêmement importants, mais qui ne savent peut-être pas tout à fait se parler entre eux. Donc ça, et l'adresse en reparlera demain, nous travaillons sur le sujet de façon à essayer d'améliorer cette connaissance des parcours au travers notamment de ce type d'interopérabilité des systèmes. Mais au niveau régional, on sait aussi que par des stratégies nouvelles d'organisation entre professionnels de santé, il y a là des gisements extrêmement importants d'amélioration du parcours de vie, de santé et de soins des individus. On a fait appel aux ARS récemment pour alimenter nos premières réflexions sur la stratégie nationale de santé, faire remonter toutes ces expériences. Des centaines nous sont remontées. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas les évaluer. C'est-à-dire qu'on sent que beaucoup de choses existent, que beaucoup de professionnels motivés, mobilisés, voire militants, ont créé des nouvelles façons de prendre en charge les personnes et les patients, qu'il existe des vraies passerelles à des niveaux locaux, avec l'aide des collectivités territoriales, entre des acteurs de prévention, des acteurs du soin, ceux qui prennent en charge à la sortie d'hôpital, mais que cette qualification du parcours, l'évaluation notamment d'un point de vue, pardonnez-moi l'expression, je ne suis pas un spécialiste, mais médico-économique, c'est-à-dire qui à la fois évalue le gain en termes de santé et en même temps le gain pour la société en termes financiers, c'est des choses qu'on ne sait pas faire. Donc pour l'instant, ou qu'on ne sait pas assez faire en tout cas. Nous avons donc essayé on va mettre en place avec l'adresse là encore une sorte de cellule un peu particulière avec l'adresse et d'autres partenaires nationaux, de façon à voir si on ne peut pas, à partir de ces petites expériences locales, ces démonstrations locales, essayer de pouvoir déployer de manière beaucoup plus, se basant sur des évaluations beaucoup plus tangibles, les très bonnes initiatives au niveau local. Et cette question-là interroge bien sûr la question de l'observation quand elle va jusqu'à la question de l'évaluation sur la notion de données disponibles, de qualité des données et de convergence entre des données de santé et des données économiques. Voilà, je vous ai donc dressé un panorama à la fois, je crois, de très rapide, mais du fait que les PRS étaient certainement une très bonne base et le diagnostic partagé a été réussi, modulo quelques difficultés qui ont été, qui sont aussi ressenties désormais dans la nécessité de territorialiser et d'incarner l'action publique au plus près des territoires. Et puis je vous ai donné quelques perspectives avec cette stratégie nationale de santé. En conclusion, donc, je dirais que ce qui nous manque, ou ce que je crois qui nous manque ou qui n'est pas encore suffisamment précis, ce sont effectivement des données au niveau des territoires les plus fins, des données qui permettent de mieux prendre en compte et de mieux lutter contre les inégalités sociales de santé, les inégalités environnementales et les inégalités entre territoires, des données qui permettent d'aborder cette notion de trajectoire, de parcours de santé, c'est-à-dire finalement des données qui se parlent entre des secteurs différents et des institutions différentes, et puis des données qui soient des données qui soient de bonne qualité, de très bonne qualité, accessibles, et en ça je crois que le réseau piloté par André, notamment la FNORS, qui est garant d'une certaine manière de la qualité de ce que chacun produit dans son ORS ou en tant que producteur de données au niveau local ou régional, a un intérêt tout à fait majeur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas Pries pour cette intervention. Alors, comme c'est un bon congrès, on a commencé à prendre un peu de retard, c'est naturel. On va prendre 2 questions pour essayer que des précisions soient apportées pour une intervention. Donc 2 questions et puis après nous aurons la pause. Vous aurez éventuellement la possibilité d'en reposer d'autres à la fin de la prochaine séance. Laurent Planck, je travaille à la Fédération régionale de recherche en santé mentale à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Je partage votre point de vue, Monsieur Goldberg, sur la richesse, d'une part, des systèmes d'information et de leur complexité d'accès, malgré tout, qui nécessite une technicité et un investissement absolument considérable.
Deux remarques, deux propositions cependant. La première, ne pourrait-on pas imaginer, à l'image de ce qui est fait par exemple par le CEPIDC, que ce système d'information produise un certain nombre d'indicateurs départementaux, par exemple, en routine, accessibles en ligne, ce qui dispenserait à chacun d'entre nous cet investissement absolument considérable, passant par une formation à Paris, passant par un temps d'appropriation de ces bases extrêmement complexes. Donc, c'est un vœu que je forme. Deuxièmement, vous avez évoqué des chaînages possibles entre les bases. Nous avons, quant à nous, travaillé, par exemple, à partir de bases de patients hospitalisés et, après avoir obtenu tous les accords, regarder le statut vital de ces personnes qui avaient été hospitalisées en santé mentale quelques années plus tard pour une étude sur la mortalité. Donc, vous avez parlé donc, du chaînage PMSI autre base, mais un grand absent dans ce système d'information, le RIMPSI, cette santé mentale qui est trop souvent oubliée, alors même que les prévalences et les retentissements sont tout à fait considérables. Concernant le premier point, c'est la production régulière d'indicateurs territorialisés. Mon point de vue, c'est que les données existent et c'est faisable. Mais peut-être que c'est plus justement aux acteurs territoriaux, aux ORS de définir les indicateurs qu'ils veulent et ensuite de trouver la manière avec les producteurs d'informations de voir comment techniquement ça peut se faire, qui fait quoi dedans. Techniquement, il n'y a vraiment pas de difficulté à partir des données existantes pour sortir des indicateurs. Encore faut-il les définir, bien sûr. Voilà. Concernant la santé mentale, je suis assez d'accord avec tous. C'est effectivement une des zones vraiment grises de système d'information. On n'a pas de très bonnes données concernant la santé mentale, y compris en milieu hospitalier. Je crois, alors je ne suis pas personnellement un spécialiste de ce genre de choses, je crois qu'il y a des travaux qui... Enfin, il se passe des choses, mais là, vraiment, je peux pas... Mais c'est clair que c'est une zone grise, un petit peu. C'est pas un domaine dans lequel on a... La production médico-administrative de données dans ce domaine n'est pas ce qu'elle devrait être, à mon avis, par rapport aux besoins. Je vais avoir deux micros. Le temps d'une deuxième question, et puis on va devoir arrêter. Si celle-ci ne vient pas... je remets... une dernière question au centre de la salle, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Xavier Vitry, géographe à l'ARS Rhône-Alpes. Vous avez parlé de la géolocalisation des adresses dans les bases de données. C'est effectivement une des choses, à mon sens, les plus importantes à créer. C'est-à-dire que n'importe quelle base de données qui justifie pour son système d'information d'avoir une adresse de la personne concernée devrait avoir la géolocalisation intégrée dans la base de données. Qu'on parle du système de l'assurance maladie, de PMSI ou des systèmes des conseils généraux, par exemple. Après, savoir ce qu'on en fera en termes d'agrégation et de savoir à partir de combien d'individus sur une zone déterminée on diffusera l'information, c'est une deuxième chose à discuter avec la CNIL et entre partenaires institutionnels. Mais c'est à partir du moment où on construit un système d'information, il est indispensable de disposer de cette information géolocalisée, de façon à pouvoir justement, dans le temps et dans l'espace, pouvoir pérenniser ces informations. Vous avez parlé tout à l'heure de qualité des bases de données pour conclure votre intervention. La qualité, ça coûte cher. Donc les investissements nécessaires pour maintenir cette qualité dans la production des données doivent être maintenus aussi au niveau des producteurs de données. À mon sens, les ORS peuvent apporter des choses en termes de qualité de la production, de l'analyse et de la méthodologie. En termes de qualité de la donnée en elle-même, il me semble qu'il appartient à chaque producteur de données de mettre les moyens nécessaires, ou en tout cas de trouver les moyens nécessaires en termes de prestations pour pouvoir produire cette information de qualité. Et là-dessus, aujourd'hui, dans un budget contraint, c'est souvent aussi à ce niveau-là que ça peut coincer et qu'on se retrouve avec des défauts de qualité importants. Et juste une question sur la mise à disposition de données. Je dirais qu'il ne faut pas construire de base d'indicateurs départementalisés, mais même communales, voire infracommunales, exactement sur le même modèle que ce que fait l'INSEE aujourd'hui en proposant un certain nombre de ces indicateurs. Effectivement. Si vous pouviez poser votre question. Oui.
ça serait très bien, là, parce Et que j'avais juste il va falloir qu'on arrête la table en termes de ronde. sources de données, il y a une partie des données, une partie de sources de données qui n'a pas été abordée à travers toutes ces interventions. Il s'agit du crowdsourcing, c'est-à-dire l'interrogation directe des personnes, la contribution des citoyens à la définition des données de santé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il existe de plus en plus de mouvements dans ce cadre-là, notamment avec des projets type OpenStreetMap ou d'autres, où les citoyens sont contributeurs d'un certain nombre de faits, de rapporter des faits liés à tout un tas de choses. Ils se mettent en place des projets sur comment dire, le fait de rapporter la présence d'ambroisie, le fait de rapporter tout un tas de phénomènes de santé. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'il y a une réflexion sur cette contribution citoyenne à l'apport dans le domaine de la santé publique de façon plus générale. Et vous ciblez qui pour répondre à cette question? Parce C'est- que là, ça a l'air un peu général. Oui, c'est assez général, mais savoir si au niveau des institutions, on a des réflexions à ce sujet, de savoir comment inclure les citoyens dans la contribution des productions de données de santé. Je pense que Nicolas va, au moins sur le point de vue ARS, pour apporter un élément de réponse en tout cas. Juste un élément de réponse, je parlais tout à l'heure de la démocratie sanitaire. Il y a des ARS qui ont été très très loin pour recueillir le point de vue justement de la population pour le projet régional de santé, en organisant en plus de ce que la loi prévoyait, beaucoup de débats publics pour recueillir le point de vue justement de la population sur finalement quels sont vos problèmes de santé au quotidien, qu'est-ce que vous voulez voir changer. Et il y a eu donc des remontées un petit peu du type de celle à laquelle vous faites référence. Il n'y a rien de très institutionnalisé de ce point de vue au niveau national, mais il y a eu beaucoup d'expériences régionales récentes sur le sujet.